Alors vous savez, il y a un proverbe qui dit « il vaut mieux prévenir que guérir », même si, il faut être honnête, les médecins ne font pas de la bonne prévention. Hein. C'est pour ça que l'Organisation mondiale de la santé insiste beaucoup sur la santé plus que sur la médecine, la santé mentale plus que la psychiatrie, parce que nous ne sommes pas bons en prévention. Et je pense que c'est en grande partie parce que sur un plan narcissique, prévenir, c'est pas terrible. Quand vous prévenez, vous ne voyez jamais que vous faites du bien. Personne ne voit que vous faites du bien, personne ne vous dira merci. Alors que quand vous êtes un chirurgien, que vous réduisez une fracture du tibia, c'est un miracle, c'est excellent. Néanmoins, à l'évidence, il vaut mieux prévenir que guérir. Et j'ai envie de dire surtout, en psychiatrie de l'enfant, pour plein de raisons. D'abord parce qu'il y a des stades d'apprentissage. Un adulte est en état stationnaire. Si vous avez une maladie grave et que vous êtes adulte, c'est pas bon. Mais vous pouvez sortir du circuit professionnel, c'est toujours difficile de revenir, mais c'est faisable. Un enfant, s'il quitte 1 an ou 2 ans le circuit scolaire, c'est terrible pour rentrer. S'il n'a plus les mêmes copains, il est beaucoup plus vieux que sa tranche d'âge dans sa classe, etc. Et c'est un facteur de très mauvais pronostic. Il y a des arguments neurobiologiques qui ont été présentés par le professeur Benjeloun ce matin. Il y a de la plasticité. Donc il faut profiter de ce que les enfants aient beaucoup de plasticité cérébrale pour agir tôt et pouvoir bénéficier de cette plasticité. Et puis il y a aussi des périodes critiques. Vous savez notamment que pour la vision, si un enfant voit mal à une certaine fenêtre d'âge, ça ne stimule pas son cortex visuel et après il risque de devenir aveugle et ce n'est pas rattrapable. Et il est possible pour que les fonctions cognitives, ça soit la même chose. Et donc on imagine en particulier pour l'autisme que si jamais on loupe une fenêtre qui aurait à voir avec le développement des fonctions de cognition sociale, ben si on loupe cette fenêtre, après ça va être très difficile, de plus en plus difficile et même peut-être trop tard. Et donc du coup, on propose dans l'autisme, dans les troubles des apprentissages bien sûr, dans la schizophrénie, dans l'hyperactivité, d'intervenir très tôt. Alors, pourquoi pas on peut faire ça. Alors, intervenir tôt, ça veut dire dépister. Ben, dans les autres spécialités médicales, on fait du dépistage. Et pourquoi les psychiatres ne feraient-ils pas du dépistage? Alors, ce qu'on oublie, c'est que toutes les personnes qui font du dépistage sont persuadées que dépister, forcément, ça fait le bien. Ça ne peut pas faire le mal, puisque on donne pas, enfin, on n'interagit pas avec les gens, on fait juste dépister. Et bien entendu, en médecine, dès qu'on fait quelque chose, ça peut faire du bien, mais ça peut faire du mal. Et donc il faut se rendre compte de quel mal on peut faire en dépistant. Alors on peut regarder du côté de la médecine somatique et du cancer du sein maintenant, où on a plein de données. Donc là, à l'évidence, un cancer du sein, plus on le prend tôt, plus c'est préférable. Il y a des données très fortes là-dessus, bien plus fortes que même que dans les troubles psychiatriques. Alors néanmoins, bien sûr, ça coûte de l'argent. De dépister, il faut faire des mammographies, ça coûte de l'argent. Mais bon, peut-être que c'est coût-efficace. Alors on irradie, en faisant les radios, en faisant des mammographies, on irradie. Donc on irradie beaucoup de personnes. Et peut-être qu'en balance, vous savez, l'irradiation est un facteur de risque de néoplasie. Et donc peut-être qu'on va fabriquer des maladies, peut-être plus qu'on va en dépister. Il y a les faux positifs. Il y a des cancers in situ, on sait qu'il y a même des tumeurs de 1 ou 2 cm, des tumeurs mammaires qui peuvent régresser spontanément. Et donc on va dépister des tumeurs, mais si ça se trouve spontanément, elles auraient régressé. Alors bien sûr pas toutes, mais dans quelle mesure? Alors il y a l'anxiété. On va dire à des femmes qu'elles ont un cancer du sein, et donc ça va changer leur vie, et même si ce sont des faux positifs. Et d'ailleurs c'est compliqué parce que il y a de l'anxiété, mais parfois c'est même bénéfique. Il y a des gens qui changent de vie complètement le jour où on leur annonce une maladie grave, et ce changement peut être bénéfique. Donc c'est très compliqué. Alors au total, pour le cancer du sein, est-ce que la balance bénéfice-risque est positive? Alors aujourd'hui, on pense que oui, vous voyez, mais il n'y a pas de consensus chez les gens qui font des dépistages. Globalement, dans la plupart des pays, on le conseille, mais on cible, ça va être comme ce qui a été dit tout à l'heure. On cible, donc on va faire pareil, ça va partir de 55 ans, etc. Mais il y a encore des scientifiques sérieux qui disent que ça n'est pas intéressant.
Alors vous me direz d'accord, mais ça c'est pour prévenir, ça c'est pour le cancer du sein. Nous, si on dépiste des pathologies psychiatriques, on ne va pas irradier, on va pas, les faux positifs, on ne va pas faire des mammectomies avec de la radiothérapie quand même. Donc, dépister un trouble psychiatrique, est-ce que vraiment il peut y avoir des effets indésirables? Eh bien oui, bien entendu qu'il peut y avoir des effets indésirables à dépister des troubles psychiatriques. Quels sont-ils? Ils sont cliniques, psychologiques et sociologiques. Cliniques, d'abord, c'est bien de dépister si on a des instruments qui permettent de dépister. Et pour l'instant, les instruments de base que l'on a, on a vu aujourd'hui des instruments très sophistiqués. Je vais revenir à la fin sur des exemples cliniques, sur l'autisme, etc. Si vous prenez le SDQ, le Strength and Difficulty Questionnaire, qui est un questionnaire de base de dépistage, la valeur prédictive positive pour dépister une hyperactivité ou un autisme est inférieure à 20%. Donc déjà la barre est haute pour arriver à faire quelque chose. Alors cliniquement ça a été dit aussi, si on imaginait que la tentation ça soit de traiter avec des médicaments des patients qui seraient dépistés, alors vous imaginez la catastrophe, c'est qu'on va avoir des effets indésirables dus aux médicaments. Alors après il y a des effets indésirables psychologiques, la stigmatisation, l'autostigmatisation, et puis quelque chose qui est très subtil, c'est que quand on dit à une famille, à un moment donné, vous savez, je suis un peu inquiet avec votre enfant, on a fait passer un questionnaire, il faudrait le voir, etc. On le voit en consultation, on dit, bah finalement non, ça va. Rien que ça, l'enfant a 2 ans, 14 ans après, quand l'enfant est adolescent, qu'il embête tout le monde, qu'il est à table, que les parents s'engueulent, que l'enfant bouge parce que ses parents s'engueulent, tout le monde va se tourner vers lui en disant « Toi d'abord, t'es barge, on le sait, on aurait dû le savoir, quand t'étais jeune, ils t'ont fait passer un questionnaire, ils ont vu que t'étais pas normal, on a été au dispensaire, après ils n'ont pas voulu nous dire la vérité, mais etc. etc., etc. » C'est-à-dire tous les alibis pour pouvoir pointer du doigt celui qui pourrait avoir un trouble psychiatrique, un jour ou l'autre, ça peut sortir. Les effets indésirables sociologiques, ils ne sont pas du tout négligeables. Beaucoup de gens dans la société pensent que les psychiatres seront heureux le jour où ils auront montré que 100% de la population a des troubles psychiatriques. Et donc si on leur dit on veut dépister les troubles psychiatriques, ils nous voient arriver en nous disant oui bon ben voilà, c'est bien la preuve de ce qu'on pensait, ils vont dépister et ils vont tous nous trouver avec des troubles psychiatriques et comme ils sont payés par les firmes pharmaceutiques, ils vont donner des médicaments partout et ça va ajouter à la paranoïa vis-à-vis de la psychiatrie et ou du compte. On aura l'effet inverse à l'effet escompté. Alors, qu'est-ce qu'il faut penser de tout ça? Que c'est moins simple que prévu, mais que dans mon titre, il y avait prise en charge précoce des troubles mentaux sévères. Alors, comme quand même le sujet est vraiment un sujet important, de dépistage, de prise en charge, parce que c'est la porte ouverte à une véritable innovation thérapeutique dans notre domaine, je vous propose de regarder maintenant 4 cas concrets, la schizophrénie, l'autisme, l'anorexie mentale et l'hyperactivité. Essayez de voir là-dedans comment on pourrait faire, quels seraient les avantages et les inconvénients. Alors pour la schizophrénie, je ne vais pas dire grand-chose parce que le docteur Banou vient juste de nous faire une présentation très professionnelle où elle a montré dans le détail, vous avez vu la complexité qu'il y a, d'abord le nombre d'études, et un nombre d'études considérable sur le sujet, avec même des études randomisées, etc. Et malgré ça, eh bien, on est obligé d'être humble à la fin. On ne sait pas trop ce qu'il faut faire. Et d'ailleurs, je dirais même, c'est encore plus compliqué que ça, parce que dans la transition psychotique, quand on regarde qui fait les études, souvent ce sont plus des psychiatres pour adultes que des psychiatres pour enfants. Et ils le font très bien. Ils le font très bien, mais j'ai jamais vu par exemple un phénomène que les pédopsychiatres connaissent bien et qui n'est pas tellement connu dans le monde de la psychiatrie adulte, c'est les hallucinations chez l'enfant, qui sont un phénomène en fait pas si rare que ça du tout. Il y a plein d'enfants, enfin plein, en consultation, il y a pas mal d'enfants où si on vraiment on interroge, en fait ils ont des hallucinations et qui n'ont rien à voir avec une psychose. Et du coup,
dans un instrument de dépistage, hallucination, vous imaginez comme ça va coter. Alors, donc, la symptomatologie à dépister est vraiment d'une extrême finesse. Et puis, comme ça a été dit par le docteur Banour, on ne sait pas quelle va être l'évolution. Et donc, traiter par des médicaments en plus, mais heureusement, les médicaments ne marchent pas trop. Donc, si jamais ça avait marché, on aurait été vraiment embarrassé parce qu'il aurait fallu proposer de prescrire et ça aurait été très difficile à gérer vis-à-vis de la société. Moi, je vois quand même quelque chose de très important et que je fais vraiment à chaque fois, c'est que dès que j'ai un patient pour lequel j'ai un doute, je dis qu'il ne faut absolument pas fumer du cannabis. Voilà. Au moins, d'abord, ça ne peut pas faire de mal. En plus, comme action préventive simple, efficace, je pense que c'est bien. Et puis, ça fait un peu peur quand même de dire bon ben vous voyez ça va pas trop et bon en tout cas tout ce qui fait qu'on peut être un peu en dehors de soi-même c'est vraiment à éviter parce que j'ai peur que ça passe mal. Ben l'injonction, parce que si on dit à un adolescent de ne pas fumer du cannabis c'est rarement efficace. Là ça peut avoir plus d'efficacité. Donc quand même dès aujourd'hui je trouve qu'on a quand même quelque chose autour de l'action quotidienne, autour de la transition psychotique. Et dans le futur, peut-être qu'on aura de quoi agir, mais aujourd'hui, je pense que c'est pas mûr, et je pense que ça ne le sera pas d'ici 5 ans, et même peut-être 10 ans. Alors, pour l'autisme, on est dans une situation qui est différente. Donc, le professeur Benjeloun, ce matin, nous a montré un topo exactement sur ce sujet, et là, l'intervention précoce peut avoir vraiment un intérêt capital parce qu'on est en plein dans la période de plasticité. Et puis qu'il y a des interventions précoces non médicamenteuses qui commencent à faire la preuve de son efficacité. Je suis encore un tout petit peu sceptique sur le fait qu'on puisse vraiment dire que Denver et tout ça est efficace dans l'autisme, plus que ça soit efficace comme une intervention hyper intensive chez des enfants qui ont des problèmes de développement. Vous voyez, est-ce que ces méthodes-là sont vraiment spécifiques pour l'autisme ou est-ce qu'on a un effet global de prise en charge intensive par des gens motivés chez des enfants avec des problèmes de développement, ce qui est déjà très bien. Moi, ça ne me dérange pas que ça soit l'un ou l'autre, hein, puisque au total, ça fait du bien. Alors, là, il y aurait vraiment, et d'ailleurs elle l'a exprimé dans son exposé, il y aurait vraiment un dépistage à organiser. Puisqu'il faut agir, comme le disait Naoufel, il faut faire un diagnostic avant le diagnostic. Alors, c'est un verre à moitié vide et à moitié plein. Le verre à moitié vide, c'est que, vous avez vu ce matin la finesse clinique des symptômes à rechercher, il faut être un clinicien hors pair pour repérer ça. Il faut être très fort pour faire... moi, je ne suis pas spécialiste des bébés et je serais bien embêté si on me demandait de rechercher tous les signes cliniques qui ont été présentés ce matin. Alors, de notre côté, je vais vous raconter une anecdote qui n'est absolument pas scientifique. Hein. Dans ma famille, j'ai eu 2 cousines germaines qui ont fait un autisme. Et l'une d'entre elles l'a fait alors que j'étais interne en psychiatrie. Donc j'ai vu ma cousine, je l'ai vue avant qu'elle ne soit diagnostiquée. Et je l'ai vue toute petite. Et j'ai vu que ça n'allait pas, et tout le monde voyait que ça n'allait pas, sauf que personne n'avait envie de le voir. À part d'ailleurs ma grand-mère maternelle, c'est-à-dire la mère du papa de l'enfant, et c'est quelque chose que j'ai souvent remarqué. Ce sont les belles-mères paternelles qui voient en premier les problèmes des enfants pour des raisons que vous imaginez. Et depuis les tout premiers mois, elle a dit mais ta fille elle a un problème, etc., etc. Et elle avait raison. Donc vous voyez, en plus de la question du dépistage, se pose la question de l'accès aux familles, aux patients et de la lutte contre le déni qui est complètement normal chez une famille qui vient d'avoir un enfant, de pouvoir penser que votre enfant peut avoir un trouble de la socialisation et de la communication. Donc c'est vraiment, là c'est un vrai challenge.
avec bien sûr les questions de stigmatisation possibles, etc., qui ont été pointées, mais je crois vraiment qu'il y a quelque chose à faire là, et qu'il va falloir le présenter d'une certaine façon, qu'il va falloir faire former les médecins généralistes, les infirmières des puéricultures, etc., des personnes de soins primaires, pas soins secondaires, former les personnes de soins primaires qui sont au contact des enfants, en leur faisant bien comprendre que le message auprès des familles doit être très, moi je dirais même somatique, c'est-à-dire c'est pas forcément qu'il y a un problème psychiatrique, c'est que tiens, dans l'examen clinique, il y a quelque chose qui mériterait un examen clinique plus approfondi. Voilà, c'est ça. Donc je pense qu'il y a une piste à gérer et qu'il y a un vrai gain thérapeutique à attendre du côté de la prise en charge précoce de l'autisme. L'anorexie mentale. Alors, qui peut être un trouble mental sévère, on est bien d'accord, hein, ça peut être absolument dramatique. La question se pose des prises en charge précoces. Et elle se pose d'autant plus aujourd'hui que je ne sais pas si c'est la même chose chez vous, mais que nous recevons, il y a eu beaucoup de médiatisation autour de l'anorexie mentale. Dans les 10 dernières années, et surtout dans les 5 dernières années. Avec, vous savez, les mannequins, etc. Il y a même une loi en France qui a été proposée pour interdire les mannequins avec un BMI en dessous de 18 ou quelque chose comme ça. Donc nous voyons en consultation des parents amener de jeunes adolescentes avec un sous-phénotype d'anorexie mentale. Donc on est exactement en position de dépistage et de prise en charge précoce. Eh bien c'est extrêmement délicat. C'est extrêmement délicat parce que vous avez des jeunes femmes qui se trouvent très bien, qui n'ont pas de troubles et qu'on amène en face d'un psychiatre. Et elles sont en droit de vous dire, et elles vous le disent, mais pourquoi je suis là? Et pourquoi je n'ai pas le droit d'être comme je suis? Et quelque part, elles n'ont pas tort. Parce qu'on a le droit d'être gros, d'être maigre, etc. Si c'est pas à nous de décider de la silhouette de nos patients. Alors bien sûr, on peut avoir des craintes. Dans une forme d'anorexie symptomatique, on sait qu'il y a ce cercle vicieux, cette impossibilité de remonter la pente du BMI qui s'effondre, et on sait que le pronostic vital est engagé à terme. Donc là, on sait qu'en tant que médecin, on doit agir. Mais sur une forme sous-syndromique, est-ce qu'on a le droit d'agir? Alors, c'est vraiment une situation délicate sur laquelle on a travaillé dans le laboratoire avec des collègues qui font de la recherche en médecine générale, et la réponse n'est pas très positive. En tout cas, en soins primaires. C'est trop compliqué. Moi, je dirais qu'en consultation, quand même, ça fait réfléchir et que ce que je fais, en tout cas personnellement, c'est d'ouvrir un dialogue et de pointer du doigt, quand même, la possibilité qu'il puisse y avoir quelque chose. C'est que souvent, quand même, il y a le début de dysmorphophobie. Souvent. C'est-à-dire, tu as un BMI à 19, 18, et tu fais un régime. Et quand même, moi, j'ai le droit de trouver que c'est pas normal. Que c'est un peu bizarre, alors que tu peux pas me dire que tu es grosse, quand même. Et là, à ce stade-là, elles vont pas dire qu'elles sont grosses parce qu'elles savent que c'est pas vrai. C'est quand même bizarre de pas être gros et de faire un régime pour maigrir. C'est juste bizarre. Voilà. Je dis pas qu'il y a un problème psychiatrique, je dis juste que c'est bizarre, que bien sûr, mon métier est la bizarrerie, ça a à voir, et que donc du coup je m'inquiète un peu, mais qu'on va rester là. Et que si elle veut revenir me voir, elle est la bienvenue. Voilà, donc vous voyez, pour l'anorexie mentale, le dépistage est une vraie question, parce que bien entendu, c'est vrai que dès qu'on passe un cap, c'est hyper difficile à rattraper, donc on a envie d'agir vite, mais c'est pas aussi simple que ça. Alors l'hyperactivité, c'est mon dernier... Alors là aussi, l'hyperactivité, une prise en charge précoce est utile, parce que dès que l'enfant commence à être socialisé, s'il est déjà gravement hyperactif, il est immédiatement stigmatisé. Mais stigmatisé, là, c'est à la puissance 10. C'est-à-dire qu'il est un enfant, parce que bien entendu qu'il va avoir des comportements souvent agressifs avec les autres, impulsifs, quoi, hein, et il va être... Tous les parents d'élèves qu'il y a autour vont sortir leur enfant dès qu'il arrive, etc. Il se rend compte que personne ne l'aime, il se rend compte que ses parents le voient comme quelqu'un que personne n'aime et qu'eux aussi sont stigmatisés. L'enseignant n'en peut plus, lui dit qu'il n'en peut plus, et donc à la fin il se déprime, etc. Et vous savez que ce que ça donne, le pronostic d'un enfant sévèrement hyperactif est un pronostic sombre. Et que l'on dispose d'un traitement pharmacologique qui marche quand même pas si mal que ça.
Et donc de là, l'idée de prescrire tôt. Mais alors le problème tôt, c'est que c'est souvent avant 6 ans, qui est chez nous en tout cas la date d'autorisation de mise sur le marché du médicament. Alors c'est un vrai problème. Et puis commencer dans la vie à 3-4 ans en prenant du bithylphénidate, c'est quand même un peu dur symboliquement, quoi, pour tout le monde. Eh bien néanmoins, moi je le fais. Je le fais, ça m'arrive pas souvent, ça m'arrive 1 à 2 fois par an, mais 1 à 2 fois par an, je rencontre, je suis sûr que vous aussi, des patients qui ont 4 ans et qui sont déjà en voie de se faire expulser de l'école, puisque chez nous l'école n'est pas obligatoire, mais presque à partir de 3 ans. Il y a des enfants qui à 4 ans sont en train de se faire exclure de l'école. Et là, si vous voulez, une expulsion à cet âge-là, c'est quasiment un trauma pour la trajectoire de vie de l'enfant. Et de faire tout ce qu'on peut pour le garder dans un endroit de socialisation normal, c'est quelque chose d'important. Et de mon point de vue, dans ce cas-là, le rapport bénéfice-risque est positif, la prise en charge précoce est acceptable, mais il ne s'agit pas de dépister. Il n'y a pas besoin de dépister ces patients-là, ils vous arrivent spontanément tellement que le tableau est floride. Je conclurai juste là-dessus. Je crois que certains se demandent s'il faut dépister ou pas les troubles psychiatriques, s'il faut des prises en charge précoces ou pas. Je crois qu'en fait, ça va arriver quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, nous allons faire des prises en charge précoces et que forcément, quelque part, prise en charge précoce va vouloir dire dépistage. Et peut-être pas dépistage universel, dépistage ciblé, etc., comme dans les pathologies somatiques. Je pense que le seul point qu'il faut se souvenir, c'est que ça n'est pas parce qu'on dépiste que l'on ne peut pas faire de mal. Même en dépistant, on peut faire du mal, comme toute stratégie de prise en charge médicale, et qu'il faudra faire attention à la façon de dépister. Merci pour votre accueil.